Donc du coup, on travaille là sur le fichier statique, enfin le fichier binaire pardon, au format ELF. Dans ce fichier binaire, on a différentes sections qu'on va étudier au fur et à mesure. La section .text, la section .rodata, .data et .bss. Considérez que quand ça commence par un point, c'est une section. D'accord? Et donc, on va commencer par étudier les variables globales et voir comment elles s'intègrent dans le fichier binaire exécutable final. Okay. On verra plus tard d'autres types de variables, locales statiques ou locales. Et on verra qu'elles ne sont pas forcément au même endroit. Alors du coup, les variables globales, on a un fichier ici où je déclare un tableau de 1 million d'octets, parce que c'est un tableau d'1 million d'éléments, et ces éléments sont des chars, donc sur un octet, que j'initialise. Alors en vrai, quand je l'écris comme ça, j'initialise pas uniquement GNU, j'initialise aussi tout le reste à 0. D'accord? Par contre, si j'écris chartab 1 million, point virgule, là, j'initialise rien du tout. Okay. Soit j'initialise tout, soit rien, mais en fait, je ne peux pas initialiser que 3 éléments à proprement parler. Bref. Donc là, je déclare un tableau, qui est un tableau déclaré en dehors du main. Donc c'est-à-dire que c'est une variable globale, c'est un tableau global. Et ensuite, dans le main, ça ne nous regarde pas vraiment, mais je vais aller modifier la première case du tableau pour que le petit g devienne un grand G. Ok. Donc là, première chose, je compile le fichier en m'arrêtant à la phase d'assemblage et j'affiche justement ce fichier .s qui est du coup issu de ça. Et je retrouve ce que vous avez sur le sujet de TP, à savoir ça en intégralité, mais on va commencer à travailler uniquement sur cette partie-là. Cette partie-là. Alors en fait, le fichier assembleur, vous pouvez le lire, et dès que vous reconnaissez une des sections qu'on a évoquées, donc .text, .data, .bss, .rodata, eh ben, vous savez que le reste fait partie de cette section-là. Donc là, par exemple, j'ai une section .text qui contient ça. Ensuite, je rentre dans la section .data. La section .data, elle continue jusqu'à ici, où j'ai .text. Et ensuite, je fais que du .text, jusqu'à une nouvelle section qu'on ne connaît pas, mais qui est, enfin, qu'on n'étudiera pas, mais qui est celle-ci. Et donc, nous, on vous demande d'étudier celle-là. Celle-là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que déjà, j'écris dans la section .data. Dedans, j'aurai un tableau qui est au final un objet, donc c'est-à-dire une variable. Ce tableau aura une taille de 1 million. 1 million de quoi? D'octets. Voilà, c'est l'unité par défaut, d'accord? On parle toujours en octets. Ok. Et une fois que j'ai, entre guillemets, dit ce que c'était que tableau, donc une variable d'1 million d'octets, eh ben, je peux écrire son contenu. Donc son contenu, ici, j'ai un label, tab. Et à partir de tab, donc un label, pour rappel, ça représente quoi? Une adresse. Et là, en particulier, c'est l'adresse du premier octet de la variable. Okay. Et des octets, on a dit, j'en ai 1 million. Donc au premier octet, j'écris la chaîne de caractères GNU. Et ensuite, j'écris 999 996 octets à la valeur 0. Du coup, il manque un octet pour tomber sur 1 million. Mais c'est parce que vous l'avez vu. GNU, c'est une chaîne de caractères. Donc, comme toute chaîne de caractères qui se respecte, on termine par un /0. C'est également un octet, qui est une valeur particulière. On verra d'ailleurs que cette valeur-là, c'est 0. Donc là, je stocke 4 octets. GNU /0 plus 999 996 octets à la valeur 0. Ça me fait bien mon total de 1 million d'octets. Ok pour ça? Et donc là, bon, voilà, je viens d'expliquer vite fait tout ça. Le seul truc que je n'ai pas expliqué, c'est le aligne 32. C'est ce qu'on appelle un alignement mémoire. Je vais en parler très vite fait, même si ce n'est pas forcément ce qui est essentiel. Donc, je vais prendre quelque chose en mémoire, ok, et je vais partir sur une architecture 32 bits. Ça veut dire quoi une architecture 32 bits? C'est-à-dire que la largeur de mon bus d'adresse, le bus qui prend mes données en entrée et en sortie, il fait 32 bits. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter les données comme faisant, justement, ici, 32 bits de large. 32 bits, sachant qu'on parle en général plutôt en mode 4 octets. Ok. Et donc quand je prends une donnée qui fait par exemple un char c'est quelle taille en octets? Un octet, 8 bits. Ok. Donc un char par exemple, ce serait stocké là. Ok.
Si je prends un autre char, je vais le stocker là, à côté. Oula, c'est pas du tout à l'échelle. Je vais essayer de m'adapter, de m'améliorer. Un int, c'est quelle taille? Attention, il y a un piège. Non. La bonne réponse, c'est ça dépend. Un int, ça dépend de l'architecture sur laquelle vous développez. Okay. Sur les architectures 32 bits, un int, c'est 32 bits. Donc si je fais un int, il aura cette taille-là. Ok. Ça, c'est un int. Un float, c'est combien? Un float, c'est aussi 4 octets. Ok. Comme int, c'est un type qui dépend de la taille, on va appeler long int l'entier qui fera toujours 4 octets. Ok, ça c'est un long int, c'est pareil qu'un int sur une architecture 32 bits. Ok. Un short int, c'est combien? C'est 16 bits, donc 2 octets. Et du coup, effectivement, il y a les long int, ou les doubles, qui sont les versions 64 bits de de l'entier. Donc long, c'est l'équivalent 64 bits d'un int, ou double, c'est l'équivalent 64 bits d'un float. Ok. Et l'idée du bus d'adresse, enfin du bus de données, pardon, c'est d'aller récupérer les éléments, pof, comme ça, et puis les déplacer. Ok. D'aller prendre celui-là, allez, d'aller prendre celui-là, et puis le déplacer. Ok. Mais mon octet, là vous avez vu, j'ai tout collé à droite. J'ai procédé à ce qu'on appelle un alignement mémoire. Mais en vrai, il n'y a rien qui m'empêche de prendre une variable. Par exemple, je stocke un short. Ok. Et ensuite, je stocke un long encore. Sauf que le long, je vais le faire commencer là. Et poursuivre ici. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Ok. Par contre, pourquoi c'est problématique? C'est que pour aller chercher ce nombre-là et le construire, mon bus d'adresse, mon bus de données, pardon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer cet élément-là d'abord. Il va le prendre et puis le déplacer quelque part. Et ensuite, il refera un deuxième accès mémoire en allant chercher le reste. Et puis, pof, reconstruire le nombre. Donc, c'est-à-dire que pour accéder à une donnée sur 32 bits, il faudrait que je fasse 2 accès mémoire. Ok. Donc, pour éviter ça, on va dire à la chaîne de compilation, tu vas te forcer à aligner les données modulo 32 bits. C'est-à-dire que au lieu de déclarer un short ici et puis un long juste après, tant pis, je vais l'écrire de cette manière-là. Pof. Et pof. Donc je force l'alignement mémoire en l'écrivant comme ça. Ok. Donc oui, ça fait un petit peu de place de perdu ici. Mais d'un autre côté, je gagne en efficacité en temps d'accès. Parce que je fais qu'un seul accès mémoire plutôt que plusieurs. Ok. Ça vous parle ça? Ok. Bon, je continue, et voilà. Donc du coup, mon tableau tab que j'ai déclaré en C, il a une référence symbolique, un label, en assembleur, et pour pas trop vous déstabiliser, il s'appelle tab également. Ok. Donc le label du tableau, le label pardon, en assembleur du tableau qu'on a déclaré en C, c'est le même nom. Ça, c'est assez pratique. Ok. Et donc, effectivement, quand on dit que c'est l'adresse du tableau tab, je vais être plus précis, c'est l'adresse du premier octet du tableau tab. Et le label main, dans quelle section il se trouve? Donc là, on ne le voit pas ici, mais on le retrouve là. Dans quelle section se trouve le label main? En fait, on voit le label main, on remonte, et on trouve la section .text. Donc, ma fonction main se trouve dans la section texte. Ok. Ouais. Ouais, alors pourquoi c'est 9996 et pas 9997? C'est parce qu'ici, GNU, tu as 4 octets. Parce que c'est une chaîne de caractères avec les guillemets. Donc tu as l'octet GNU et \0. De rien. Donc là, je continue. Et maintenant, je vais aller à l'étape d'après. Donc je passe le compiler, je passe l'étape d'assemblage. Et je me retrouve cette fois-ci avec un fichier objet.
Je vais aller voir l'entête de ce fichier. Non, pardon, pas l'entête, mais la table des sections de ce fichier objet. Je fais un petit test. Est-ce que ça marche comme... Non, c'est pas ça. Voilà, si, c'est plus joli. Avec un petit W, vous pouvez utiliser la largeur complète de l'écran. Voilà. Et donc, je vois 5 sections. Il y en a 2 qu'on a déjà vues. Le point texte, qui fait combien d'octets? Perdu? 18. On est en hexadécimal. Ok. Et qu'est-ce que je vois? C'est du read-only, ça contient du code. Ok. Dans point data, elle fait combien d'octets? Beaucoup, vous l'avez traduit en décimal, ça? 1 million. Comme de par hasard. Ok. File offset, on en reparlera plus tard de ça. Quoique non, on peut en parler en fait. L'offset, c'est par rapport à, à mon début de fichier, je suis à, c'est pas 40 octets, c'est 64, c'est 128. Je suis à 128 octets d'écart par rapport au début. Ok. Là, en gros, là, ça prend, on avait dit 18 octets, eh ben, il se prend une petite marge et il laisse un petit peu de vide. En fait, c'est l'offset par rapport au début du fichier. Ok. Donc forcément, l'offset, il s'agrandit parce qu'entre-temps, je viens d'intégrer la section précédente. Data, du coup, ça contient quoi? Des data, ah, comme par hasard. On a BSS, qui est une section qui est vide pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il y a. Il y a command qui fait 2, ça fait 32, et C, ça fait 44. Ok, ça me va. Et du coup, c'est read-only. Ok. Et petite subtilité, regardez sur data. Align, c'est marqué 2 puissance 5. 2 puissance 5, ça fait 32. Comme par hasard, c'est ce qu'on a vu ici avec le align 32. Ok. Et donc là, voilà, vous avez la table des sections avec la taille de chacune de ces sections-là. Et c'est tout bon. Toc. Précision la taille de chaque section, c'est bon. Aucune section n'est mappée en mémoire, c'est-à-dire que l'adresse de base est nulle. Ici, vous l'avez, le VMA, le Virtual Memory Address. C'est l'adresse de départ de chaque section. Sauf que du coup, bah, elles sont toutes à 0 parce qu'on n'a pas encore fait ce qu'on appelle l'édition des liens, qui est la dernière étape de la chaîne de compilation. Et donc on verra ça plus tard. Dans quelle section se trouve le tableau tab? Data. Dans data, justification. Ouais. Ok, donc c'est une variable modifiable, donc ça peut pas être dans une section read-only, je suis d'accord. Ouais. La taille de data, c'est F4240, c'est 1 million. La taille, elle fait pile 1 million. Donc effectivement, c'est un, voilà, c'est un autre indicateur sûr. Et je vois encore des mains, ouais. Ouais, elle a été initialisée, ok. Ouais, c'est la taille qu'on a allouée au tableau. Ok. Le fait qu'elle soit initialisée, on verra ça plus tard, mais vous connaîtrez que BSS, c'est là où on stocke les variables non initialisées. Et puis après, si on a lu le fichier assembleur, on a vu que tab a été déclaré dans la section .data. Donc voilà, tous les indices concordent pour dire que le contenu de mon tableau se trouve là-dedans. Ok. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on vous demande de vérifier ici. Alors, pour rappel, quand vous faites upjump, ça sort quelque chose vers la console, okay, vers le terminal. Et ça, c'est ce qu'on appelle un opérateur de redirection. Okay. Et en fait, je redirige tout vers le fichier .txt, parce qu'en fait, si vous essayez de faire ça directement sur la console, eh ben, vous n'allez pas voir l'intégralité du fichier. Donc, du coup, voilà, je crée mon fichier global variable au .txt, je l'ouvre, et dedans, je trouve 3 sections. La première section, qui est la section .text, c'est quoi son contenu à cette section-là? C'est quoi ça? C'est les instructions, on peut être un peu plus précis. Du main, ouais. On peut être plus précis sur instruction. Le code binaire des instructions. Okay. On parle aussi de code binaire opératoire. Donc effectivement, là, vous avez la version binaire de chacune des instructions assembleur. Ok. Donc en fait, ça, c'est tout le contenu de votre main. Et ensuite, dans la section data, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de zéros. On va regarder quand même les premiers octets. Les premiers octets, qu'est-ce que j'ai? 67, c'est quoi? Alors, c'est G, je suis d'accord. Pareil, on va essayer d'être un peu plus précis. G minuscule, ouais, c'est pas la précision que j'attendais.
c'est le code ASCII du caractère G minuscule. Ok. 6E, c'est le N. 7,5, c'est le U. Et 0,0 ici, c'est le backslash 0 de la fin de chaîne de caractères. Voilà, juste pour dire qu'effectivement, on retrouve 999 997 octets à la valeur 0. Mais tout ça parce que le dernier octet de la chaîne de caractères venu, c'est le backslash 0, dont le code ASCII est 0 également. Ok. Et je descends. À toute fin, je me retrouve avec une section qui s'appelle comment et qui contient des commentaires sur notamment la chaîne de compilation qui a été utilisée. Yes? Ok. En fait, effectivement, si je regarde le fichier qui est ici, c'est une section .comment que j'ai pas noté ici. Mais elle est bien là. Elle est quelque part là-dedans, dans la partie rose. Je l'ai pas mise parce que c'est pas une section qu'on étudie. Les sections qu'on étudie sont vraiment ces quatre-là. Ok, toc, ça c'est bon. Voilà, vous pouvez continuer les sections. Ça m'a l'air assez clair. Je continue. On passe maintenant à la compilation du fichier binaire exécutable, et donc on quitte le fichier objet. Donc le fichier binaire exécutable, qui s'appelle global variable. J'ai raté un truc. Il est là. Ok, donc là je viens de générer mon exécutable. Le truc avec statique, je ne vais pas le faire parce qu'au final, vous prenez votre fichier C, vous rajoutez statique devant char, et ça veut dire que vous allez forcer char vous allez forcer à l'allouer statiquement. Okay. Sauf que par défaut, une variable globale est déjà allouée statiquement, donc vous ne verrez strictement aucune modification. Voilà. Et on reviendra plus tard sur ça veut dire quoi statique précisément. Mais du coup, toc, j'ai compilé jusqu'à l'édition des liens. On va relever la taille du fichier binaire de sortie. Alors en fait, je vais afficher la taille de tous les fichiers. Alors avec ls, je vois les fichiers. Mais avec ls-l, je vois tous les fichiers, y compris leur taille. On part d'un fichier texte, le fichier .c qui fait 92 octets. On arrive sur un fichier binaire exécutable qui fait un peu plus d'1 million d'octets. Coïncidence? Je ne crois pas. Ok, si vous faites un tableau char, vous mettez 2 millions à la place, vous recompilez, vous verrez un truc qui fait 2 millions et 16 408. Ça ne changera pas. Okay. Enfin, le reste ne changera pas. Mais par contre, on passera bien à 2 millions. Donc, c'est dire que votre tableau, en fait, c'est ce que vous avez vu ici, hein, dans le fichier texte tout à l'heure. Votre tableau, donc le fichier texte, il est où? Statique, ici. Votre tableau, il fait bien 1 million d'octets, et ce million d'octets est présent dans votre fichier exécutable. Okay. Et là, du coup, vous devriez vous dire que c'est pas une bonne idée de mettre des gros tableaux en mode variable globale dans un fichier binaire, enfin dans un fichier de programmation. Parce que derrière, ça augmente d'autant plus la taille de votre exécutable. Donc du coup, voilà, pas bonne idée si vous faites ça. Donc voilà, statique, ça n'a qu'un impact. On va observer maintenant avec objum-t toutes les sections. On revient ici. Et du coup, toutes ces sections, qu'est-ce que je vois comme section? Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Je me remets sur le sujet. C'est quoi les questions d'ailleurs? Quelle est l'adresse relative du tableau de tab après édition des liens? Tab, est-ce que vous le trouvez? En bas. En bas, ok. Ouais, effectivement, il est là. Alors, je vois 40-20, et là, je vois F42-40. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est quoi? Ouais. F42-40, c'est la taille en octets. Et 40-20, c'est l'adresse. Ok. Alors, pour préciser, ça, c'est sa taille. Il se trouve dans la section data. C'est un objet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais object, on l'a mis dans le fichier assembleur. Okay. En opposition à main, par exemple, qui est une fonction dans le point texte. Et là, c'est l'adresse relative au début de la section. Donc en fait, si je regarde l'adresse de main, commence à 11.29 et tab commence à 40.20 à partir de la section point texte. Non, pardon, au fichier.
Alors du coup, je pourrais essayer de le voir avec objum-s, sauf que objum-s, en vrai, c'est pas la bonne commande, désolé. Elle vous permet de voir que le contenu de la fiche, enfin, que le désassemblage de la section .text. Donc je retrouve dans ma section .text, par exemple, mon main qui est bien à l'adresse 1129, comme ce que j'ai vu dans la table juste avant. Par contre, je vois pas l'intégralité du fichier. Alors pour revoir l'intégralité du fichier, je vais refaire ce qu'on avait fait juste avant. Je vais faire objum-s et je vais générer ce fichier-là dans un autre fichier texte que je vais pouvoir aller lire. Et cet autre fichier texte, il est là, toc, et je le vois. Donc là, il prend du temps à charger hein, parce qu'il est lourd. Et je retrouve bien du coup ma section .text quelque part, toc, elle est là, avec à l'intérieur toutes mes fonctions. Je pourrais fouiller et retrouver le C3, alors je ne sais pas si c'est C3 là, mais qui correspond au return de ma fonction main. D'ailleurs, non, on a dit, le main il est à l'adresse 1129. Donc 1120, 1129, il doit commencer là à peu près. 55 d'ailleurs serait bien la première instruction du main à vérifier. Et le C3 qui suit là, il doit y avoir un C3 vraiment pas loin, 18 octets plus loin. Donc ça va être par là, ouais, le C3 il est là. Ça c'est le return du main. Donc en fait mon main il va de là jusqu'à là. Hop, de là jusqu'à là. Bon bref, ça c'est pas le sujet. Et du coup je continue à avancer, et je vais retrouver un tableau qui s'appelle, une section qui s'appelle .data. Et mon tableau il commence ici. Et ben non, il commence plus loin, il commence là, à l'adresse 4020. Pourquoi? Ouais. Non, mais c'est juste que dans le fichier tout à l'heure, on avait juste le hashtag avec le quotidien. On faisait appel au fichier. Je t'entends pas assez. Tout à l'heure, on descendait dans le fichier texte, on avait un hashtag à côté de la fonction main. Dans l'autre fichier texte? Ouais. Ah non, dans la console. Ah, dans la console, ouais. Ça? Non, ouais. Il y avait un hashtag après le move B qui est juste Dans le main ici? Là? ouais, mais après, là, il y a l'adresse de la droite. Oui, effectivement. Là, il y a l'adresse de table, ouais. Donc, elle est indiquée ici. En fait, l'idée, c'est je suis un move B 0x47. Ça, c'est l'équivalent du code ASCII du G majuscule qu'on a vu dans le main. Et l'idée, c'est de déplacer dans le tableau. Donc, le tableau, il trouve son adresse par un certain stratagème qu'on verra plus tard. Et au final, ça résulte à la valeur 4020, qui est l'adresse de la première case du tableau. Ouais. Donc le 2EEC, c'est pas l'adresse. C'est une adresse relative à RIP. En fait, il se prend l'adresse qui est dans RIP, on verra ce que c'est plus tard. Et par rapport à cette adresse-là, il se déplace de 2EEC. En fait, il faudrait faire un truc, mais RIP, il contient normalement cette valeur-là. Parce que RIP, c'est le Instruction Pointer. Ok. Et en fait, si tu fais 2EEC plus 1134, tu devrais tomber sur la valeur 4020. Mais je te laisserai faire le calcul. Ok, et ouais, du coup, si je reviens sur mon fichier ici, et ben dans la section data, dans mon fichier exécutable, la section data de mon fichier exécutable, et ben GNU est bien dans la section data, mais c'est pas la seule variable qui est dans la section data. Il y a autre chose, je ne sais pas si c'est une variable ou plusieurs variables, qui se trouvent stockées avant, mais qui sont dans cette même section. Ok. Donc j'avance un petit peu, je refais dans la console un ls-l pour voir la taille de mes fichiers. On vous propose de faire un strip, il enlève certains éléments. J'arrive tout de suite. Et si je refais un ls-l, on voit que la taille est légèrement réduite entre là et là. Mais c'est bien légèrement. Pourquoi? Parce que je ne peux pas supprimer les données. Okay, donc mon million d'octets, il est réservé, il est là, et il est écrit en dur. Par contre, j'ai supprimé un petit peu de trucs, notamment, ce qui est supprimé, tout à l'heure j'avais fait un objum-t, et là maintenant, c'est vide. Parce que, en fait, le strip, il enlève notamment la table des symboles. Ça veut dire que, ce que j'avais avant, alors il faudrait que je retrouve, cette table des symboles qui existait avant, maintenant n'existe plus, et c'est notamment ça que j'ai supprimé en faisant strip. Ok. Donc là, premier point, qu'est-ce qu'on vient de voir? Je me remets sur le premier schéma. Dans mon fichier ELF, il y a deux sections qu'on vient de voir. C'est quoi? Point data et point texte. Point texte contient quoi? Le code binaire des instructions, donc ce qui est ici appelé firmware,
Et data contient quoi? Les variables globales. Et je vais être plus précis, variables globales initialisées. Ok? Donc ça, c'est bon pour le premier point. Maintenant, on passe à la suite. Donc, variable locale statique, c'est quoi la différence avec une variable locale? Ouais. C'est initialisé qu'une fois. Alors, elle se fait initialiser qu'une fois, ou c'est pas vraiment... Enfin, ça, c'est plutôt un effet collatéral. Ouais. Elle va survivre à la fonction dans laquelle elle est déclarée. Okay. Donc, en fait, on va dire qu'elle a une durée de vie qui n'est pas étendue juste au temps d'exécution de la fonction, mais une durée de vie qui est étendue à la durée d'exécution du programme. Ok. Ouais. Et bien qu'elle survive, quand on rappelle la fonction, ouais. Du coup, on retombe dessus. Oui, on retombe dessus. C'est parce qu'elle est survécue. C'est-à-dire qu'on ne la réinitialise pas. Le fait qu'elle soit initialisée une fois seulement, contrairement à l'autre variable locale non statique, en fait, c'est un effet de bord. Le truc, c'est elle survit. Elle garde sa valeur tout au long de l'exécution du programme. Du coup, elle ne se réinitialise pas. Elle ne se réinitialise pas. Exactement. Donc ça, c'est la différence entre une variable locale et une variable locale statique. La variable locale statique a une durée de vie qui est égale à celle du programme. Okay. Là, une variable locale non statique a une durée de vie égale à celle de la fonction. Par contre, point commun, c'est la portée. La variable locale statique n'est comprise que dans le scope dans lequel elle a été déclarée. Okay. Ce que j'appelle scope, c'est les deux accolades. Ok. Et du coup, vous avez le comparatif avec une variable locale, avec une variable globale. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va prendre le fichier suivant, où là, on compile ce fichier-là, d'ailleurs, que je pourrais afficher. Comment il s'appelle? Local static variable.c. Donc là, j'ai une variable locale statique, qui s'appelle A, initialiser la valeur 1, et après, on bosse. En assembleur, à quoi ça ressemble? Ça ressemble que, toc toc toc, j'ai ma section texte avec mon fichier, avec ma fonction main, et donc les instructions de ma fonction main, et ensuite je rentre dans la fonction data, et je me retrouve avec ça. Donc là, je fais un alignement sur 4. Ok. Je crée un objet qui s'appelle A1319. Je ne sais pas s'il a le même nom chez vous. Non, c'est pas grave. Et A1319, il fait 4 octets de long. Pourquoi 4 octets? Parce que c'est un int, donc on travaille sur 32 bits. Et dans cet emplacement mémoire que j'ai réservé, qui fait 4 octets de long, je dis, bah voilà, ma variable elle est là, et elle prend la valeur 1. Mais attention, c'est pas 0 comme tout à l'heure, hein, c'est marqué point long. Donc ça veut dire que je réserve, enfin j'écris la valeur 1, mais je l'écris sur 4 octets. D'accord? Cette valeur-là est stockée sur 4 octets. Ok, donc ça a l'air de correspondre à nos attentes en tout cas. Ok, très bien. Maintenant, je continue à compiler. Cette fois-ci, je vais jusqu'au fichier .o. Et on va afficher les différents éléments qui sont demandés ici. Toc, toc. Alors, premier élément, objet-t, c'est la table des symboles. Je vois ma section data qui est ici. Ok. Est-ce que je vois autre chose? Enfin, ma section data. Et je vois effectivement la variable A qui est stockée ici. Elle fait partie de la section .data. C'est un objet. Et elle est stockée sur 4 octets. Ok? Ça, c'est l'information que je retrouve avec, du coup, objet-t. Maintenant, avec objet-h, je vais modifier même le objet-h. Je vais mettre petit w en plus. Qu'est-ce que je vois? Dans ma section .data, elle fait 4 octets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma variable statique, qui est chez moi A.1319 ou je sais plus quoi, en fait, il n'y a que elle dans .data. Ok? Alignement 2 puissance 2, donc ça fait bien modulo 4 octets. Ok? Et j'ai bien une data dedans. Et ensuite, je regarde mon objet-s, donc l'affichage de tout le contenu du fichier binaire. J'ai bien ma section texte qui est ici, avec certaines instructions, et ma section data qui est ici. J'ai combien d'octets dans cette section-là? Surligné ici. Un octet? Là, j'ai surligné combien d'octets? Non. J'ai surligné 8 chiffres en hexadécimal, donc ça fait 4 octets. Un octet, c'est ça. Hein. C'est ça, ou c'est ça. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire que ces 4 octets, normalement, correspondent à la valeur de A. Ok. Et A, il est censé valoir quelle valeur? 1. Est-ce que j'ai bien stocké la valeur 1?
Ouais, alors pourquoi c'est 1? On est en Little Indian, donc effectivement, c'est l'octet de poids faible qui est stocké en premier. Il faut le lire dans l'autre sens. 0, 0, 0, 0, 1. Et donc j'ai bien la valeur 1 qui est stockée sur 4 octets. Donc j'ai bien un int qui contient la valeur 1. Ok. Et ça, du coup, bah, c'est bien le contenu, c'est bien le contenu de ma variable A, ma variable locale statique. Et pourquoi c'est cohérent? Oui. Pourquoi c'est cohérent? Bah parce que... Oui, non, c'est bon. On vient de stocker un int, donc sur 4 octets. Ok. Ouais. Tout à l'heure, on avait un align 32. Oui. C'était pour 32 bits. Oui. Là, on a un align 4 Oui. pour 4 octets. Eh ben, ça doit être pour... Ouais, c'est là où je suis pas serein sur l'idée. Dans l'autre, ça doit être 32 octets, je pense. Parce que l'unité de base, c'est toujours l'octet. Et du coup, le int, c'est 32 octets? On a dit que... Non, en fait, oui, le int, c'est 32 bits, donc c'est 4 octets. Donc par rapport à cet exemple, ça paraît cohérent, effectivement, d'aligner modulo 32 bits, donc modulo 4 octets. Par contre, le tableau qu'on avait avant est beaucoup plus long. On a vu qu'il faisait 1 million. Donc là, il a aligné modulo 32 octets. Et pourquoi 32 octets? Parce qu'en fait, moi je vous ai parlé d'un bus d'adresse qui fait d'un bus de données qui fait 4 octets de large. En réalité, sur les architectures Intel, il fait beaucoup plus. Alors, on peut manipuler des grandeurs beaucoup plus grandes. C'est juste que voilà, pour l'exemple, j'ai fait 4 octets. Mais du coup, là, le A, c'est 4 octets. Ouais, 32 bits. Ouais. Quand j'ai ouvert le fichier assembleur, Ouais. dans le label A.0, il y avait section, il y a note, GNU, stack. Ouais. Donc je pensais que A, il était dans la section note. Non. Alors si je reviens sur le point S, le point S, il est là. Oui, en bas. Ouais, mais en fait, non. Tu vois, tu prends ce qui est au-dessus. Là, si tu vois A qui est là, Oui. il fait partie de la section data. Et là, paf, tu es dans une autre section jusqu'à la section .text qui est ici. Et donc ça, c'est typiquement la section comment qu'on voit en fin de programme des fois. Alors juste, je modifie très rapidement le fichier pour les besoins du sujet, à savoir, j'enlève le égal 1. Donc j'enlève l'initialisation de ma variable locale statique. Ok. Je reprends l'exercice, donc qu'est-ce que je fais? Je fais ça, et j'affiche le fichier assembleur. Ok. Ma variable locale, elle est ici. Ma variable locale statique, elle n'est plus dans la section .text. Elle n'est plus dans la section .data. Ça a changé. Ok. Alors, pourquoi ça a changé? Parce qu'elle n'est plus initialisée. Ok. Comme elle n'est plus initialisée, bah, je vais regarder où est-ce qu'elle a pu passer. Donc, je recompile mon fichier mon fichier objet. Et j'essaie de retrouver l'endroit où elle peut se trouver. Alors, ma variable locale, elle est là. Elle est dans quelle section maintenant? BSS. Ok. Est-ce que je peux le confirmer? Quand je regarde la table des sections, .data, il fait combien d'octets? 0. .bss fait 4 octets. Et quand on regarde le cas précédent, dans le cas précédent, la BSS valait 0 et data valait 4. Donc il y a bien eu un transfert de ma variable locale statique de la section data vers la section .bss. Ok. Et maintenant, si je regarde là-dedans, est-ce que je la trouve? Ben, je ne la retrouve pas. Parce qu'en fait, il y a une particularité, c'est que la section BSS, c'est pour les variables qui ne sont pas initialisées. Ok. Donc comme ce n'est pas initialisé, il n'y a pas de contenu pour l'instant. Donc pas la peine de le montrer, ce contenu, qui n'existe pas. Donc là, juste pour résumer cet exercice-là, et en reprenant toujours le schéma de base, on a vu que les variables locales statiques se trouvaient dans quelle section? Data, tient comme la variable globale, comme par hasard, mais elle peut se retrouver aussi dans BSS, dans quel cas? Si elle n'est pas initialisée. Donc en fait, je vais même compléter ce que j'ai dit par rapport à l'exercice précédent. Les variables globales et les variables locales statiques sont stockées dans le fichier ELF. Okay. Quand elles sont initialisées, elles sont dans .data. Et quand elles ne sont pas initialisées, elles sont dans .bss.
Ouais. Si j'écris if A et A égale 1 en début, Ouais. est-ce que du coup elle est dans BSS et elle va ensuite dans data ou elle est dans les deux? Si tu écris. D'accord. Tu me parles d'une variable locale, Oui. ok, parce que tu ne peux pas écrire d'instruction en mode global. Donc dans ce cas-là, ce serait une variable locale, statique, non initialisée quand même. Elle ira pas dans data même si Elle ira dans BSS, ouais, c'est ça. même si j'initialise Ouais. par une data. C'est ça. Sauf sous réserve d'optimisation de toute la chaîne de compilation. Mais si tu ne lui demandes pas d'optimisation, elle va dans le .bss. Yes? Alors du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir ces variables-là stockées dans le fichier ELF? C'est que on verra en fait, mais les variables locales, qui ne sont pas statiques, c'est des variables éphémères. On a vu la durée de vie, c'est le temps d'une fonction. Donc en fait, il y aura un autre mécanisme pour stocker ces données-là. Donc pour garantir le fait que les variables globales et locales statiques aient toujours un espace mémoire qui soit toujours accessible, on va stocker ça dans le fichier binaire exécutable, dans le fichier ELF, et après dans différentes sections en fonction de si elles sont initialisées ou pas initialisées. Ok? Dernière partie, donc maintenant on attaque les chaînes de caractères. Donc on a un fichier string.c qu'on va pouvoir afficher déjà. Ce fichier, il contient deux éléments. Un tableau de caractères que je vais initialiser à cette valeur-là. Attention, mes mots ont un sens. Hein. Un tableau de caractères que je vais initialiser à cette valeur-là. Et ici, un pointeur vers une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères étant celle-ci. Okay. Ça veut dire que là, c'est vraiment un tableau qui va prendre certaines valeurs. Et là, on a bien deux entités. D'un côté, le pointeur, d'un côté, la chaîne de caractères. Okay. Et le pointeur va aller pointer vers cette chaîne de caractères. Donc ça, on est tout bon. Toc. Et on va compiler ce fichier pour obtenir le fichier binaire, enfin le fichier objet correspondant. Il y a des warnings. Attention, vous n'utilisez pas les variables. On s'en fout. Ok, voyons voir le contenu binaire de cet objet, de ce fichier objet-là. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, premiers éléments, les sections. Quelles sections on trouve? Texte, que vous connaissez. Parce que ça contient quoi? Le code binaire des instructions. Ok. Raw data, que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez deviner son nom. Des données, ouais. Non. RO, c'est dire quoi? Read only. Donc les données qui sont en lecture seules, que je ne peux pas modifier. Ok. Et là, du coup, si j'affiche ça. Hop, j'ai perdu ma souris, il est où? Voilà. Si j'affiche la section raw data et le code en C à côté, quel lien vous faites? Qu'est-ce qui est contenu dans ma section raw data? Bah, le pointeur. Enfin, Pas le pointeur, la chaîne de caractères pointée. Ok. Ça se trouve intégralement dans ma section raw data. Et d'ailleurs, quand je vois intégralement, c'est quoi le dernier caractère de ma chaîne de caractères? C'est quoi le dernier octet? Voilà. C'est pas le point d'exclamation. Le point d'exclamation, il est là. Le backslash 0, il est là. Ok. Ok, alors ça, c'est le plus facile. Effectivement, j'ai une chaîne de caractères. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas modifiable. Quand vous faites un printf hello world, le tout premier programme que vous avez fait à tous les coups, eh ben, ce hello world, il n'est pas modifiable. Ok. En tout cas, il n'est pas modifiable à l'avenir dans le code. Et donc, ouais, tout ça, c'est dans raw data. Maintenant, GNU's not Unix. La question est mal formulée, c'est marqué dans le sujet, mais où est-ce qu'elle se trouve? Dans la section .text. Alors, la question n'est pas rigoureusement formulée. Pourquoi? Là, vous voyez, la chaîne de caractères, elle est propre. GNU's design is Unix-like, but differs by being... Elle est propre. J'ai tous les caractères exactement comme ils sont marqués là. Par contre, mon GNU's not Unix, il n'est pas hyper propre. J'ai GNU's no, là j'ai un H point, et après j'ai un T Unix, et j'ai encore des trucs derrière. À quoi c'est dû ça? Bah, c'est dû qu'en fait, ma chaîne de caractères n'est pas directement stockée. J'avance, et je regarde toc, le désassemblage de ça. Et qu'est-ce que je vois dans la section main, dans
le main de ma section texte. Est-ce que vous savez... je sais pas comment formuler la question. Est-ce que vous pouvez faire le lien entre ça et je vais afficher ça. Du coup là, le GNUS Note machin et le T-Unix, où est-ce qu'ils se trouvent ces trucs-là? Parce qu'on est d'accord que ça, c'est ça. C'est tout pareil. Ouais, les Move Apps, en fait, c'est le GNUS No machin. Ok, je regarde, ma première instruction c'est 55. C'est un push RBP, je le trouve ici. Ok, ensuite j'ai 4889.5 que je trouve ici, 4889.5. Et ensuite j'ai Move Apps qui prend toute cette taille là, jusqu'à 6F même. Ok, et en fait j'ai juste à surligner tous les octets qui sont là. Ok, effectivement ça se correspond à un move de GNUS No. Et ça c'est peut-être la Move Apps. Et après j'ai pareil ici de 48 jusqu'à 21, tout ce code là. Donc 48 machin jusqu'à 21 qui est là. Donc c'est à peu près tout ça. C'est l'équivalent du move is not Unix. Ok. Pourquoi? En fait, c'est exactement, je me remets sur le fichier C. Quand vous faites char A égale 15, vous avez une instruction qui fait move 15 dans la variable A. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous avez une instruction qui fait move ça dans la variable tableau. Sauf que ça, c'est un peu trop grand, donc on le coupe en deux instructions. Ok. Ces deux instructions étant les deux move apps qu'on voit ici. Ok. Donc en fait, la chaîne de caractères, enfin les caractères GNUS not Unix, pardon, ne sont pas stockés réellement. D'accord? Ils sont encodés dans l'instruction parce que ce sont des valeurs que je veux déplacer. Ok? Donc là, c'est un petit peu subtil quand même. Donc voilà, ils sont encodés dans les instructions. Et là, les deux dernières questions, qui sont les deux dernières questions du sujet de TP, là, vous ne pouvez pas forcément y répondre tout de suite. Le plus simple serait de repasser éventuellement sur cette partie-là, et juste cet exercice-là, pas besoin de refaire les autres, mais passer sur cet exercice-là quand vous aurez fait le TP sur la stack, qui est notre prochain TP normalement. Ok. Ça peut être intéressant pour comprendre ça, parce qu'en fait, GNUTab et GNUPointer, du point de vue du langage C, c'est quoi? Est-ce que ce sont des variables globales? Non, c'est quoi? Si je fais int A dans mon main, c'est quoi A? C'est une variable locale. Elle n'est pas statique non plus. C'est juste une variable locale simple. Et bien là, GNUPointer, c'est une variable locale, okay, qui est juste de type pointeur. Et la variable GNUTab, c'est juste une variable locale, enfin c'est un tableau local quoi. Mais ça reste une variable locale, non initialisée, non statique. Enfin initialisée, non statique. Ok. On peut s'arrêter là. Et du coup, enfin si, juste pour terminer là-dessus, je résume, et si je reprends là-dessus. Attends, juste, est-ce que tu leur donnes le TP4 à faire à la maison? Ouais, on peut faire ça, ouais. Bah, je sais pas si toi... je pense qu'il vaut mieux qu'on commence ensemble. On commence ensemble. Ouais, on fera une demi-heure et puis... On leur demande pas de travail? Ouais, si, commencez-le, tiens. Commencez-le. Donc le chapitre 4 sur l'assembleur, vous le commencez, s'il vous plaît. On leur demande de commencer jusqu'à quelle page? Laisse-moi regarder, de toute façon, les parties 1, 2, 3, Après, il y a le débugger qui est pas pratique, mais on ferait bien ça. Jusqu'à la page 51. Jusqu'à la page 51, tout ça? Ouais. Et du coup, juste pour résumer, tout ce qui est en lecture seule va se trouver dans la section .raw data. Okay, donc les chaînes de caractères, notamment, sont dans la section .raw data. Ok? Je m'arrête là.